Mais avant 2024, il y a le quatrième trimestre de l'année 2023. Beaucoup d'attentes autour de cette période, beaucoup d'enjeux. Ça commence d'ailleurs dans quelques jours. Christophe Barraud, bonjour. Vous êtes prévisionniste, chef économiste et stratégiste chez Market Securities. On va détailler avec vous donc, vos prévisions sur les trois grandes zones géographiques, Asie, Chine, Europe, États-Unis. D'abord d'ailleurs sous l'angle du luxe, puisque forcément j'étais avec une experte du luxe en plateau. Vous, spécialiste des marchés, qu'est-ce qu'on doit penser de ce secteur-là, donc, qui est maintenant officiellement en territoire baissier depuis ses plus hauts, bear market. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça remonte? Est-ce que ça se passe justement du côté de la Chine? Bonjour. Alors, je pense que pour le luxe, il y a plusieurs choses à prendre en compte, mais déjà, un des premiers facteurs à regarder dès ce week-end, c'est ce qui va se passer en Chine, parce qu'on a le début de la Golden Week. Alors, on a des premiers signaux, avec notamment un communiqué du ministère du Tourisme qui attend un boom du nombre de passagers sur la période, avec probablement un trafic aérien qui va retrouver son plus haut historique, des bookings dans les hôtels qui vont atteindre un niveau record. Donc ça va être intéressant de voir ce qui va se passer sur la consommation en général, mais également sur le luxe. Donc ça peut être un premier test. Maintenant, sur le luxe, ce qui va aussi être déterminant dans les prochaines semaines et prochains mois, ça va être le comportement du consommateur américain, parce qu'on sait qu'il y a tout un tas de On va y facteurs revenir juste après sur le qui consommateur peuvent jouer américain. Oui, dessus. oui. Justement, si on reste sur la Chine, sur la consommation chinoise, est-ce que vous voyez justement une amélioration sur les indicateurs avancés de l'économie qui étaient pas mal déprimés là, sur ces dernières publications? Alors, on a eu un ralentissement assez marqué à partir de la fin du deuxième trimestre, entre, on dirait, fin mai, début juin, qui s'est poursuivi jusqu'au mois de juillet. On a eu des signaux un peu plus encourageants sur les derniers chiffres du mois d'août. Et on s'attend à une stabilisation, voire une très légère amélioration sur la fin de l'année, essentiellement parce que les autorités ont appliqué tout un tas de mesures visant à stimuler la consommation. Des mesures qui ont aussi pour objectif de stabiliser le marché immobilier qui indirectement peut peser sur la consommation. Je rappelle que les ménages chinois, à peu près 60% de la richesse est concentrée dans l'immobilier, contre 30% pour les États-Unis, pour donner un ordre d'idée. Et on sait que le marché immobilier est aujourd'hui le principal frein sur l'activité chinoise et va rester la principale source de risque dans les prochains mois sur l'ensemble du pays. Mais en même temps, on attend beaucoup de relance aussi de la part du gouvernement chinois. Il y a ce fameux plan de relance. Alors, on l'attend de manière assez générale. Je crois qu'il sera plutôt ciblé sur l'immobilier, puis aussi des relances aussi du côté monétaire. Qu'est-ce que vous Alors, il y a plusieurs apprenez? choses. Il y a, bon, déjà sur le plan monétaire, la Chine a la chance de ne pas avoir d'inflation, donc les autorités peuvent continuer d'appliquer une politique monétaire très accommodante, contrairement à la majorité des pays développés. On s'attend éventuellement à une nouvelle baisse des réserves obligatoires des banques, à une baisse potentielle aussi des taux d'intérêt. Sur le marché immobilier, il faut savoir que les autorités ont annoncé pas mal de choses qu'elles sont en train de mettre en place. Donc, notamment le fait de diminuer le montant d'apport minimum pour acheter des biens immobiliers, résidence principale, résidence secondaire, une baisse des taux d'emprunt sur les nouveaux prêts, mais aussi une baisse des taux d'emprunt sur des prêts déjà contractés, donc qui se limitent à une partie des ménages, mais quand même. Donc ça devrait être plutôt positif. Maintenant, on peut s'attendre aussi à des nouvelles mesures fiscales. Donc difficile à dire aujourd'hui sur quoi elles vont se porter. Il y a pas mal de discussions là-dessus. On devrait avoir un peu plus de couleurs à partir de fin octobre, début novembre, quand il y aura une nouvelle réunion des officiels chinois. Néanmoins, si on regarde un petit peu ce qui se passe en termes d'émissions d'obligations, que ce soit au niveau local, donc les municipalités ou au niveau central, il y a eu énormément d'émissions sur la fin août et sur septembre. Donc, ce qui suggère pourrait avoir une augmentation des dépenses fiscales en vue de stabiliser encore une fois la croissance d'ici la fin de l'année et d'atteindre le seuil de 5% défini par les autorités début de cette année. Et donc début 2024 en Chine, où est-ce qu'on peut l'attendre, l'activité, la croissance? Alors, structurellement, on sait que les problèmes vont pas disparaître, et notamment sur l'immobilier. Donc, c'est en partie pour ça que la quasi-totalité des économistes s'attendent à un ralentissement l'année prochaine. Donc, quelque chose autour de 4,4, 4,5. Maintenant,
ça va se faire, à mon avis, avec pas mal de volatilité, dans un environnement global où la croissance mondiale est vouée à ralentir aussi. Et le principal paramètre à scruter, c'est le marché immobilier et notamment le fait que les promoteurs vont avoir besoin de refinancer énormément de dettes sur Ouais. la fin 2023, mais aussi début 2024. Et c'est là qu'on pourrait avoir à nouveau des nouvelles turbulences. Oui, on va regarder, on va suivre évidemment ce qui se passe sur l'immobilier. On passe aux États-Unis avec là le quatrième trimestre aussi dangereux, notamment au niveau de la consommation. On va peut-être voir les dépenses se freiner, peut-être enfin. Alors, c'est un petit peu l'idée. Faut savoir que la consommation a été très résiliente sur la fin du T2 et au mois de juillet. Ça s'explique aussi par des phénomènes transitoires, parce qu'on a eu des conditions météorologiques très favorables, qu'on a eu des phénomènes un peu anecdotiques, mais qui ont quand même un impact au niveau national, comme les concerts de Beyoncé, Taylor Swift, aussi de nombreux films au box-office qui ont cartonné, donc qui ont poussé un petit peu les dépenses à la hausse. Il y a eu le Amazon Prime Day en juillet. Donc voilà, de très bons chiffres en juillet, un début de normalisation au mois d'août. Et là, je dirais plutôt à partir du quatrième trimestre, il y a tout un tas de facteurs donc, qui vont se normaliser et aussi des vents contraires. Premier point, c'est que on sait que l'épargne accumulée pendant le Covid a été soit totalement dépensée, soit va l'être potentiellement. Ça dépend quelle étude on regarde. On sait que le crédit, qui était un énorme levier sur la fin de l'année dernière et au début 2023, commence à s'essouffler parce qu'on a des taux de défaut, notamment sur les cartes de crédit, qui commencent à remonter. On a des crédits associés, enfin des taux sur les cartes de crédit, donc toute la partie crédit revolving, qui sont en train de monter. Hein. On est à plus de 20%, donc ça aussi pénalise les ménages. Il y a un autre paramètre à prendre en compte pour les États-Unis, mais aussi le reste du monde, c'est la flambée du prix de l'essence, donc qui devrait aussi peser en termes réels sur les dépenses discrétionnaires. Et après, des petites choses, on sait qu'on aura un gouvernement de shutdown, on sait qu'on aura un marché de l'emploi qui va être affecté par la grève sur l'automobile. Et surtout, à ne pas négliger le début du remboursement des prêts étudiants fédéraux, donc qui devrait enlever sur à peu près 27 millions de ménages 200 $ par mois en moyenne. Donc voilà, tout un tas de paramètres qui suggèrent que la consommation devrait significativement ralentir par rapport au T3. Et même, je pense qu'on peut pas exclure le fait que elle se contracte un mois ou 2 mois consécutifs et d'avoir au T3 voilà quelque chose proche de zéro, voire même très légèrement négatif en moyenne. Et l'inflation, parce que forcément c'est ce qu'on surveille aussi de l'autre côté de l'Atlantique, la trajectoire de désinflation est longue, avec là une légère augmentation sur le mois dernier, plus 3,7% sur un an. Est-ce que selon vous on sera toujours bien au-dessus de 3% début 2024 ? Alors nous, l'idée, c'est que on a certes une augmentation de l'inflation et on l'aura aussi sur le prochain rapport parce que on a les prix de l'essence qui ont augmenté très significativement et ça, c'est un paramètre non négligeable. Vous avez aussi tout ce qui va être lié au transport qui est indirectement lié à ce phénomène qui va progresser. Maintenant, sur début 2024, on s'attend à une inflation qui repasse sous le seuil des 3% pour tout un tas de raisons. La première, c'est que l'inflation liée à l'immobilier et donc au loyer est en train de se normaliser. On a tout un tas de proxys, donc d'indicateurs qui permettent d'anticiper notamment ce qu'on appelle les market rents, qui sont déjà en territoire négatif en rythme annuel. On a l'inflation globale sur l'alimentation qui devrait poursuivre son ralentissement parce que on a avec un retard la répercussion du prix des matières premières agricoles. On a aussi, et ça de manière plus globale, la croissance des salaires des ménages américains qui se tassent parce que le marché de l'emploi aujourd'hui n'ajoute plus 400 000 créations par mois, mais on est plutôt aux alentours des 200 000 ou légèrement en dessous. Et aussi sur la partie, je dirais, bien, on est sur des niveaux de stock par rapport au niveau de vente qui sont élevés et on pourrait avoir des distributeurs qui mettent en place des réductions et ça a été notamment le cas, et ce sera le cas par Target qui anticipe des réductions dès le mois d'octobre sur ces produits. Donc globalement, une normalisation lente et progressive de l'inflation et un retour sous 3% attendu pour le début 2024.
D'accord. Et la croissance européenne, là, je crois que c'est là où vous êtes le moins optimiste, hein, quand le crédit est déjà au plus bas, que les taux ont encore monté. Hein. La dernière réunion, on a une économie allemande qui patauge. Hein, ça, c'est le président de l'Institut IFO qui le dit. Alors, pour vous, quel effet d'entraînement justement sur le reste de la zone? La problématique pour la zone euro, bon, on la connaît, elle est assez traditionnelle. C'est un durcissement assez significatif des conditions de crédit depuis le début de l'année, des taux d'intérêt qui montent très fortement, y compris ces derniers jours. Donc on avait le secteur manufacturier qui était déjà en territoire négatif. On sait que le secteur de la construction est fortement sous pression, notamment en Allemagne, où on a des prix immobiliers qui baissent de plus de 10% déjà en rythme annuel. On voit dans les sondages, notamment le sondage IFO, que des grosses problématiques pour les promoteurs, c'est le manque de commandes. Et on sait très bien que ce phénomène-là va se poursuivre dans le temps, va toucher aussi petit à petit d'autres pays dans la zone. Après, ce qui permettait d'avoir une activité encore raisonnable en zone euro, c'était la partie tourisme et surtout la partie hospitalité, donc tout ce qui est lié à l'hôtellerie et la restauration. Et on a vu notamment cet été, on peut prendre l'exemple de la France, que les taux d'occupation, donc, qui permettent de jauger la demande réelle, étaient en repli par rapport à l'année passée. Donc on a aussi un plafonnement dans ce domaine-là, ce qui fait que on est déjà, au moment où on se parle, sur des rythmes de croissance de zéro, et on devrait vraisemblablement avoir là, avec l'impact des derniers resserrements monétaires, avoir une croissance qui passe en territoire négatif, ce qui est d'autant plus probable que fiscalement, on arrive dans une période 2024 où on sait très bien que les soutiens aux ménages vont petit à petit disparaître. On l'a vu notamment en France où on enlève un certain nombre de soutiens, mais c'est aussi le cas en Allemagne. Et donc, on peut s'attendre à des trimestres à venir beaucoup plus difficiles en zone euro. Et sur les taux, justement, au début 2024, en Europe, sur les taux longs, vous les voyez toujours augmenter d'ici là, ou à quel niveau on sera début 2024? Alors, c'est toujours très compliqué de donner une prévision pour les taux d'intérêt. Je pense qu'il faut prendre en compte deux choses. Tout d'abord, la politique monétaire de la BCE à travers deux choses. La première, c'est ses taux d'intérêt directeurs. Sur ce plan-là, on pense que tout a été fait et ce sera quasiment impossible pour des raisons, je dirais, économiques, mais même limite politiques et tactiques de Pas de relever dernière encore. hausse? Voilà, c'est plus de hausse. D'accord. On pense on a atteint le pic. Maintenant, on sent que le focus est clairement en train de changer et la BCE est en train de se pencher sur d'autres choses. Donc, montant de réserve minimum des banques, potentiellement quid des réinvestissements des obligations, notamment le programme le PEPP. Mais étant donné la situation macroéconomique à aujourd'hui, notre anticipation d'une détérioration de l'activité, d'une normalisation aussi progressive de l'inflation, on pense que la BCE devrait petit à petit tempérer ses attentes sur ce point, ce qui voudrait dire qu'on aurait fait une bonne partie de la hausse et que aussi sur les taux longs, on serait proche du pic. Maintenant, il y aura vraisemblablement des turbulences jusqu'à la fin de l'année pour d'autres raisons. Donc, ça va être qu'est-ce que va faire la Fed d'une part, à très court terme. Je pense pas forcément qu'elle relèvera encore une fois et aura plutôt tendance à penser qu'on est au pic aujourd'hui parce que l'activité va se normaliser au quatrième trimestre. Mais je dirais, des points clés pour les taux d'intérêt mondiaux, c'est que va faire la Banque centrale du Japon 2024. Et si elle a une politique déjà nettement moins accommodante, ça aura des répercussions sur l'ensemble de la planète. Donc là, il y a voilà beaucoup d'incertitudes, dur de se projeter. Et maintenant, il peut y avoir aussi une situation géopolitique qui peut entraîner des mouvements violents sur les taux d'intérêt. Je pense par exemple à toutes les discussions qu'il peut y avoir aujourd'hui entre un deal potentiel avec les États-Unis, l'Arabie Saoudite et Israël, qui pourrait aussi avoir des conséquences géopolitiques indirectement Et sur la justement, peut-être production une de dernière pétrole. prévision sur le prix du pétrole. Où est-ce que vous le voyez début 2024? On aura plutôt redescendu autour des 70-80 ou alors on sera même au-dessus des $100?
devrait. Justement, c'est le point sur mon dernier développement. Mm. C'est-à-dire que si géopolitiquement, il se passe rien, on a une offre qui est extrêmement contrainte aujourd'hui. On a une demande, qu'on le veuille ou non, qui est au plus haut historique et qui est vouée à augmenter parce que la Chine n'a pas ouvert à 100% sur le plan international. Donc, si elle continue de le faire, on aura une demande toujours soutenue. Le quid, il est géopolitique. C'est est-ce que les États-Unis arrivent à un moment ou à un autre à trouver un accord avec l'Arabie Saoudite pour les amener à reproduire un peu plus? Je pense que la vraie question est là sur le marché du pétrole. Maintenant, en termes de déterminants, offre, il n'y a pas grand-chose à attendre. On sait très bien que les États-Unis remettront pas d'offres, pas de nouveaux barils sur le marché, ce qui était une pression baissière. Et côté demande, même si on a un ralentissement global, je suis pas certain que ça se voit significativement sur la consommation de pétrole à très court terme. Donc aujourd'hui, à paramètres constants, on est orienté vers une hausse du prix du pétrole. Jusqu'à quel point? Bah, après, il y a un seuil à partir duquel on aura un seuil de ce qu'on appelle la destruction de demande. En excès, on pourrait très bien aller jusqu'à 120 dollars si voilà, si la consommation mondiale tient. Mais au-delà de 120 dollars, ça paraît très très Ouais, compliqué parce que ça paraît très haut. implicitement, ça impliquerait forcément un durcissement de conditions monétaires par ricochet et une inflation plus élevée que l'on anticipe aujourd'hui. Oui, le serpent qui se mord la queue. Merci beaucoup Christophe Barraud d'avoir été avec nous pour ces prévisions. Je rappelle que vous êtes chef économie chez Market Securities. Au revoir.